Lieuse de Christophe Menet. Première partie. Chapitre 6. Une vague de sang. « Monseigneur !» appelait Théinise. « Monseigneur !» Le doukas restait sans réaction, les yeux toujours rivés sur les décombres d'une table de banquet qu'écrasait encore quelques instants plus tôt le monstre qui allait enlever leur gendre. « L'Hermande !» insista la Doukiane en le secouant. « Ressaisis-toi par tous les dieux !» Surpris de s'entendre ainsi appelé par son nom de naissance en public, le doukas de Castelpriani sortit enfin de sa torpeur. « L'Ingrid !» s'affola-t-il en découvrant le siège vide de leur fille. « Elle va bien », le rassura Éinise, lui désignant la jeune femme accroupie auprès de Vincent, à qui elle maintenait la tête tandis qu'il reprenait connaissance. Reléguant la panique au second plan, cependant que le dragon pointait les 5 coudées de son bec vers la table d'honneur, un amalgame inattendu de remords et de regrets s'était invité dans le cœur de la Doukiane lorsque le vaillant garçon avait bondi face au monstre. Si son bien-aimé Aréos avait eu ne serait-ce que la moitié de cette hardiesse, peut-être vivrait-il encore. À force de voir Vincent espionner les cours de maniement d'armes pour ensuite s'entraîner en cachette, le doukas avait fini par l'autoriser à suivre les leçons du maître d'armes réservées en principe aux garçons de haute naissance. Bien qu'ayant été le plus jeune élève de la classe de maître Reynald, il en était rapidement devenu le meilleur et le plus assidu. La paix avait si longtemps régné dans la verte langue que les héritiers des grandes familles, à commencer par ceux de la famille ducale elle-même, rêvaient plus de réussir dans le négoce que de s'illustrer dans les joutes ou sur d'improbables champs de bataille. La diplomatie étant en quelque sorte l'une des spécialités du domaine, au même titre que le commerce, le bûcheronnage ou la pêche, l'impressionnante forteresse de Castelpriani, bien que 4 fois centenaire, n'avait jamais eu à tester ses défenses. Si elle était venue à bout des ennemis qu'elle était censée repousser, ça avait été moins en les combattant qu'en les épuisant à sa construction. Les pillards et les brigands de l'époque, et parmi eux quelques aïeux des actuels Andralogans, avaient en effet rapidement compris qu'il leur serait plus profitable de se reconvertir dans la manutention, le transport ou la taille des pierres, que de s'attaquer à une colonie qui grandissait de jour en jour sous la tutelle de sa puissante cité-mère. C'était l'insouciance qui avait tué son plus jeune fils, et Éinise se promit de ne plus jamais s'y abandonner. Un serment de vigilance qui s'avérerait d'autant plus facile à tenir que le ciel demeurerait infesté de dragons. Momentanément rassurée pour sa fille et son époux, la Doukiane se tourna vers son homologue. Dame Bédilt ne pleurait pas la disparition de son dernier enfant. « Il est vivant », assurait-elle avec un étrange sourire. « Je le sais, Théold est vivant. » Ne sachant que répondre, Éinise laissa la pauvre femme à ses élucubrations pour effectuer un rapide tour d'horizon. Ouverte par les fuyards, la grande porte de l'enceinte laissait maintenant entrer une foule hébétée mais curieuse que l'incrédulité rendait incroyablement muette. Paralysés à l'image du capitaine Aleric, toujours figé là où le monstre l'avait laissé vivre, les 2 gardes doukiales de Corrières et de Castelpriani peinaient, fort logiquement, à trouver l'attitude qu'il convenait d'adopter en cas d'attaque de dragon. Seul Vincent paraissait avoir les idées claires. Remis sur pied, il montait 4 à 4 les marches de la tour Est, l'Ingrid sur ses talons, quelque peu empêtrée dans sa toge de noces. Ce qu'ils virent une fois en haut dut être des plus alarmants, car le jeune homme redescendit en quelques bonds et aboya des instructions à tous les gardes à sa portée. Sceptiques, tous se tournèrent d'abord vers leurs capitaines et seigneurs respectifs. Après un bref entretien avec le gamin, les 2 doukas relayèrent ces recommandations à leurs hommes qui consentirent cette fois à se remuer. L'Hermande n'était pas encore doukas lorsqu'avait éclaté la guerre de 2 saisons. Aussi n'avait-il jamais eu à faire ses preuves en tant que chef de guerre. Mais il n'avait pas son pareil pour repérer et mettre à profit les qualités des gens qui l'entouraient. Vincent faisait montre de bravoure et de sang-froid, alors que tout le monde paniquait. Il n'en fallait pas plus au doukas pour se fier à lui, malgré sa jeunesse, ses origines modestes et l'évidente réticence de ses propres gardes.
Éinis reconnut bien là l'homme qui avait jadis calmement tenu tête à toute sa noble famille pour épouser l'élu de son cœur, une simple fille de bûcheron, qu'il avait consciencieusement mise enceinte pour couper court à tout débat. On avait ouvert le bâtiment tenant lieu d'armurerie, et la Doukiane aperçut son aîné, mêlé aux hommes qui s'alignaient pour percevoir de quoi se battre contre on ne savait encore qui ou quoi. Débarrassée de son encombrante toge de lin, elle ne portait plus que la mince tunique de laine et le fascia qui lui saignait la poitrine, une tenue encore plus indécente que les habits masculins dont elle s'affublait d'ordinaire. Mais Éinis n'était plus, en cet instant, la Doukiane aux manières polissées par 30 années de protocole. À la vue de l'Ingrid qui testait la tension de l'arc long qu'elle venait d'arracher aux mains d'un armurier incrédule, elle redevint, elle aussi, une fille de la forêt, celle-là même qui chassait avec son père, avant de tomber amoureuse du fils de son seigneur. « Donnez-moi un aussi !» ordonna-t-elle à l'armurier en rejoignant sa fille. « Et un carquois !» La reconnaissant, l'homme s'exécuta, non sans grommeler pour lui-même quelques méchancetés à l'encontre des bonnes femmes. Alors que mère et fille s'engageaient dans l'escalier de la tour Est, Vincent accourut pour leur enjoindre d'aller s'abriter dans le château, mais bien qu'il semblât s'être délesté quelques instants auparavant de sa timidité maladive, sa toute nouvelle assurance se heurta au refus catégorique des deux femmes. Comprenant qu'il ne les ferait pas plier, il décida, plus raisonnablement, de les escorter. Parvenu au sommet de la tour, peu pressé de découvrir ce qui l'effraierait bien assez tôt, Éinis porta d'abord le regard vers l'ouest paisible. La rassurante forêt, dont la lisière effleurait par endroits la cité, s'étendait à perte de vue, tout comme à Castelpriani. On devinait çà et là quelques clairières d'où s'élevait parfois la fumée d'une cheminée, des hameaux de bûcherons ou de chasseurs sans aucun doute. De la fumée, il s'en élevait encore à l'est également, moins dense que lorsqu'en avaient surgi les trois monstres. Les deux colonnes blanches s'enracinaient à une demi-trotte environ, dans deux larges cercles dont le noir charbonneux tranchait avec le vert jaunissant de la plaine. « Ce sont les dragons qui ont fait ça ?» s'interrogea tout haut la Doukiane. L'Ingrid se contenta de hausser les épaules, puis lui désigna ce qui, en cet instant, représentait assurément le danger le plus immédiat. Des cavaliers venaient de doubler le camp fortifié, incompréhensiblement paisible. « Qu'est-ce qu'ils foutent, ces couillons de légionnaires ?» s'étonna un archer, avant de redescendre la volée de marche menant au chemin de ronde qui s'étirait entre les deux épaisseurs de la palissade. La horde andralogane se scinda pour pourfendre Corrières via toutes ses venelles, les différentes colonnes n'en convergeant pas moins vers la butte où se dressait le château. Cette appellation sembla tout à coup parfaitement ridicule à Éinis. Ce n'était rien qu'une maison, entourée d'un fragile mur de bois. La nouvelle de l'attaque avait dû parvenir jusqu'à la foule massée sur le parvis, car on s'y bousculait violemment pour tenter d'entrer, empêchant la fermeture complète de la grand-porte. À ce rythme-là, la moitié de ces pauvres gens mourraient piétinés avant même l'arrivée des assaillants. « Nous ne sommes pas prêts », murmura Vincent. Il n'était pas suffisamment âgé pour se figurer à quel point il avait raison. La soumission de Tryon avait été l'alerte dont personne n'avait voulu tenir compte. « J'aurais dû vous emmener tant que c'était possible », s'excusa le garçon en posant sur l'Ingrid un regard qui en disait long sur les raisons de son engagement dans la garde. La jeune femme ne lui prêtait cependant plus la moindre attention. Une flèche déjà encochée, elle fixait la rue par laquelle surgiraient d'un instant à l'autre les premiers cavaliers. Elle fit mouche dès son premier tir, tout comme bon nombre d'autres archers. En voyant tomber une première ligne d'ennemis, Éinis retrouva un peu d'espoir, mais le flot incessant des barbares la rappela vite à la réalité. Sans même laisser à la foule une chance de se disperser, une colonne s'y frayait un passage à coups de hache et d'épée. Au son de la chair contranchée, la Doukiane de Castelpriani se remémora le visage atrocement mutilé de son fils et sentit monter en elle cette même rage froide qui animait son aîné. Elle encocha une première flèche et banda son arc. Ses muscles avait conservé la mémoire des gestes appris dans l'enfance, et elle ne gâcha que 2 traits avant de toucher enfin sa première cible, un cheval, dont le cavalier fut réduit en bouillie à peine le sol touché. Le premier homme qu'elle abattit directement fut un énorme moustachu dont elle perça le front, imprudemment découvert.
Les flèches pleuvaient sur les Andralogans, mais la proportion de ceux qui tombaient restait dérisoire et rien n'enrayait leur avancée. « Continuez à tirer !» dit soudain Vincent avant de sauter par-dessus la rambarde du poste d'observation pour se réceptionner tout en souplesse 10 coudées plus bas. Glaive au clair, il harangua les archers tout en se précipitant sur le chemin de ronde. Parvenu au-dessus de la porte toujours ouverte en raison de la foule qui s'y massait, il jaillit depuis le mur sur le cavalier le plus proche et l'égorgea d'un geste précis sans pour autant le désarçonner. Monté derrière sa victime qu'il utilisait comme un bouclier humain, il saisit les rênes et fit faire un demi-tour au cheval qui se cabra, affolant et faisant reculer ses congénères les plus proches. Grisés par l'audace du garçon, les archers firent s'abattre une averse mortelle sur les assaillants, dont la progression ralentit cette fois suffisamment pour permettre à une partie de la foule d'entrer dans l'enceinte, libérant enfin les battants de la lourde porte qui commencèrent à se mouvoir. Vincent laissa tomber de cheval son bouclier exsangue qui n'avait plus grand-chose d'humain. Comme il effectuait une nouvelle volte-face pour se faufiler dans l'enceinte avant la fermeture totale des portes, un cavalier fonça sur lui. Il s'apprêtait à le fendre en deux d'un formidable coup de hache lorsqu'une trentaine de flèches le changèrent en une sorte de porc-épic. Déjà à court de munitions comme beaucoup d'archers, Énis s'accorda le temps de jeter un coup d'œil à la cour du château. Vincent avait sauté de cheval et s'était joint aux hommes arc-boutés contre la porte pour la maintenir, tandis que d'autres la barraient enfin de la lourde traverse faisant office de verrou. Dehors, les Andralogans s'alignaient maintenant tout le long de la palissade. Leurs montures piétinaient dans une mare de sang et les rues continuaient de déverser des flots de nouveaux arrivants. « Je suis le chef Vanille !» tonna soudain une puissante voix. « J'ai à m'entretenir avec le Doukas des lieux !» Monté sur un étalon à la robe pie, l'homme parlait presque sans accent. Il était chevelu et barbu, ainsi que la plupart des siens, et vêtu comme eux de peaux et de cuir. Énis devina cependant une coupe plus saillante, l'œuvre d'un vrai tailleur, qui lui donnait une allure presque aristocratique, malgré l'aspect brut des matières. Un cercle s'était formé autour de lui. Seul un jeune garçon se tenait dans sa proximité, à peine en retrait, juché sur une monture identique. Il n'y avait d'ailleurs pas que leur bête qui partageait un air de famille. Ces deux-là étaient à l'évidence père et fils. « Vous ne risquez rien, Doukas !» reprit le chef Andralogan, en levant les mains à hauteur de la tête, dans une attitude pacifique des plus inappropriées. Depuis la tour ouest, d'où il tirait lui aussi des flèches quelques instants plus tôt, Olvar de Corrières descendit jusqu'au chemin de ronde et vint se poster au-dessus de la porte, entouré de 4 archers prêts à décocher. « Vos hommes peuvent baisser leurs arcs, Doukas !» assura Vanille. « Il a déjà coulé bien assez de sang pour aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un de réaliste, j'en suis certain. Vos défenses ne sont pas de taille et vous ne bénéficierez d'aucune aide extérieure. J'ai mieux à vous proposer que d'administrer un cimetière. L'Est a besoin que votre cité continue de prospérer. Épargnons des vies, en hommes raisonnables. »« Comme tu as épargné la vie de ma fille !» s'indigna le Doukas. « Et mon fils ? Que vas-tu faire de mon fils, sorcier ?»« Sorcier ?» s'étonna vivement l'Andralogan. « L'assassinat de votre fille et de son époux a été un tragique malentendu, reprit-il cependant. Mais les coupables ont été châtiés, comme il se doit. Quant à vos jeunes mariés du jour, consentez pacifiquement à me les confier, dit-il, démontrant qu'il ne savait rien de l'enlèvement de Théold. Il ne leur sera fait aucun mal, j'en réponds. Ils seront mes invités en triomphe, traités avec tous les égards dus à leur rang. Vous-même resterez en place, tout comme le Doukas de Castelpriani, s'il adhère lui aussi à l'Alliance de l'Est. » Interloqué par l'incompréhensible discours du barbare, Énis chercha son mari du regard. L'Hermande était au pied de la grande porte, en discussion avec Vincent. Quand elle reporta les yeux sur le parvis du château rempli d'Andralogans et de cadavres en charpie, quelque chose avait sensiblement changé. Depuis une petite rue, des cavaliers s'étaient avancés dans le dos de leur chef et entouraient maintenant son tout jeune fils. Celui-ci brandit soudain une hachette de pierre taillée qu'il lança en direction de la porte, dans un mouvement presque imperceptible du fait de sa rapidité. À l'inverse, le monde entier ralentit aux yeux de la Doukiane, comme si le temps devait finir par se figer totalement. La hachette tournoya dans les airs, pour finir sa course dans le crâne dégarni d'Olvar de Corrières, qui bascula en arrière.
Un même cri retentit simultanément des deux côtés de la palissade. « Non !» gronda le chef Vanille en se tournant vers son fils. « Non !» hurla dame Bédil depuis le seuil de sa demeure, avant de courir au secours de son mari, tombé aux pieds de son homologue de Castelpriani. Non loin de son oreille, Énise reconnut la vibration caractéristique d'une corde d'arc qu'on lâche, et une flèche alla se ficher dans l'œil droit du garçon Andralogan, qui s'écroula aussitôt à bas de sa monture. « Pour Aréos !» éructa l'Ingrid à l'intention du chef barbare, manifestement dépassé par les événements. Les hommes qui avaient entouré son fils se ruaient maintenant en avant sans plus se soucier de ses ordres, suivis d'autres que les bâtiments dissimulaient encore. Ils étaient au moins 3 ou 4 centaines, tous très jeunes. Sous les regards médusés de leurs aînés, les plus massifs attaquèrent la porte à coups de hache, tandis que les plus légers se hissaient sur la palissade à l'aide de hachettes ou de dagues qu'ils plantaient dans le bois pour assurer leurs appuis. Et Innis se demanda quelle drogue ou breuvage diabolique pouvait bien les mettre dans un tel état de rage. Submergés par cette déferlante de haine, les archers du chemin de ronde ne pouvaient rivaliser et chaque corps à corps se soldait au désavantage des défenseurs. En bas, on assistait à un coup d'état. Le chef Vanille rassemblait ses fidèles, mais quelques anciens se rallièrent à la nouvelle génération et se retournèrent contre leur père pour protéger l'ascension des jeunes. Tous les archers du rempart ayant déserté, chu ou péri, les enragés se ruaient maintenant sur les tours d'angle. Et Énise entraîna l'Ingrid dans les marches pour fuir, mais celle-ci lui faussa compagnie à hauteur du chemin de ronde pour s'y lancer à la rencontre d'un Andralogan que la perspective d'affronter une femme désarmée n'avait pas l'air d'émouvoir le moins du monde. Et Innis poussa un hurlement qui lui déchira la gorge quand, dans un ample mouvement circulaire, la hache du barbare fendit l'air à l'endroit précis où, un battement de cœur plus tôt, se trouvait encore la tête de sa fille. Mais l'Ingrid était tombée à genoux sur le chemin de bois pour y ramasser un glaive qu'elle dressa vers le ventre de son adversaire. Emporté par son élan, le fou furieux s'empala dessus, vidant sang et tripes sur la jeune femme tandis qu'il basculait par-dessus elle. Rugissante de haine, l'Ingrid retira et renfonça plusieurs fois sa lame dans la carcasse, puis reprit sa progression sur les 3 passages. Et Innis ne la reconnaissait plus. La laine empesée de sang lui collait tellement au corps qu'elle aurait aussi bien pu être nue. Rouge de la tête aux pieds, elle avait l'allure d'une écorchée vive que la vie refusait de quitter. L'homme vers qui elle avançait maintenant se montrait encore plus virulent que le précédent. Mais alors qu'il brandissait une épée surdimensionnée, la pointe d'une pique lui transperça la gorge, tandis qu'un cri s'étouffait dans celle d'Énise. Vincent dégagea son arme, la replanta aussitôt dans un visage surgi en haut de la palissade, puis força l'Ingrid à rebrousser chemin en direction de la tour. « Descendez !» cria-t-il à Énise. « On vous suit !» Dans la cour du château régnait la panique la plus complète. Énise ramassa une flèche qu'elle encocha et décocha juste à temps pour abattre un barbare qui fonçait par derrière sur son mari. L'Hermande aboyait des ordres que personne n'écoutait. Ces hommes étaient tout aussi inefficaces que ceux de Corrières et tombaient les uns après les autres sous les coups des premiers enragés sautés du haut de la palissade. Totalement hermétique au tumulte, agenouillée auprès de son mari, dame Bédilte lui berçait la tête, dans laquelle était toujours fichée la hachette du gamin. Héroïque, le capitaine de sa garde la défendait tant et si bien qu'un cercle de cadavres andralogans s'était peu à peu formé autour d'eux. Il en avait tellement tué à lui seul que les derniers défenseurs encore en vie purent même s'accorder un temps de répit en attendant la prochaine vague, sans toutefois savoir si celle-ci viendrait à nouveau du haut des remparts ou au travers de la porte qui commençait dangereusement à se fendre. « Sauve-les !» ordonna le ducasse de Castelpriani à Vincent en le voyant s'approcher, flanqué de sa femme et de sa fille. « Je ne te quitte pas !» protesta Énise en se jetant au cou de son époux. « Moi non plus !» s'insurgea l'Ingrid. « Si nos enfants périssent avec nous, alors notre vie n'aura pas eu le moindre sens, » s'entendit rétorquer la Doukiane sur un ton paradoxalement grave et tendre à la fois. « Continue d'honorer notre fils en protégeant sa sœur » implora à nouveau le ducasse de Castelpriani en saisissant le bras armé du jeune Vincent. « Protège-la de ce monde devenu fou, et aussi d'elle-même » ajouta-t-il en les étreignant tous deux d'une même accolade. « Il y a une petite porte dissimulée au bas de la tour nord » intervint alors le capitaine Aleric en détachant une clé de sa ceinture. « Les rues sont très étroites de ce côté-là. Les barbares y seront moins nombreux. Emmenez dame Bédilte » ajouta-t-il en forçant tendrement la Doukiane à se relever. « Mais, capitaine,
voulut protester Vincent, réalisant sans doute à quel point la pauvre femme risquait de les ralentir. « À quelle troupe appartiens-tu, garçon » gronda l'officier en lui tendant la clé. « À la garde ducale de Corrières. »« Alors tu dois autant ta vie à l'actuelle doucane qu'à la prochaine. » Le vieux soldat enroula sa pelisse autour des épaules de l'épouse de son défunt seigneur, puis, certain d'être obéi, il tourna les talons et se dirigea vers la grande porte qui ne tenait plus que par miracle pour trancher, d'un coup d'épée rageur, un bouquet de bras qui dépassait d'une fissure. L'Hermande ôta de son annulaire la bague portant le sceau de la maison Castelpriani et le remit à l'Ingrid. « Toi tu vis !» lui ordonna-t-il avant de partir à son tour vers une mort certaine. « Obéis à ton père », se contenta d'ajouter Éinise sur le même ton qu'elle adoptait lorsque, enfant, sa fille refusait d'aller au lit ou de se tenir correctement. Puis elle lui plaça dans la main celle de l'autre doucane. Elle collectait quelques flèches dans le carquois d'un archer tombé du mur, quand les 3 silhouettes disparurent enfin derrière le château. Au même instant, la grande porte céda dans un craquement sinistre. Le capitaine Alaric défia le déferlement de jeunes barbares enragés avec l'aplomb d'un roc enraciné dans le lit d'un torrent. Et malheur à qui s'aventurait dans le cercle mortel que dessinaient ses 2 bras désormais armés chacun d'une lourde épée. Dos à dos avec son époux, qui proférait, en pourfendant l'air et les chers ennemis, des jurons dont elle n'aurait jamais pensé qu'il pût les connaître, Éinise tua autant d'hommes qu'elle avait de flèches, mais se retrouva vite à court de munitions. Elle se retourna au moment même où une longue pique traversait le doukas pour venir la transpercer, elle aussi, les unissant dans une mortelle étreinte. Les tendres mots d'adieu, qu'elle réservait pour beaucoup plus tard, se noyèrent dans sa gorge, submergés par une vague de sang.